Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Bonjour, si vous nous rejoignez, on va commenter l'actualité aujourd'hui avec Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour Valérie. On gagne bien sa vie dans un think tank parce que j'ai vu que Jean-Paul Delevoye il gagnait 5 300 euros. Malheureusement, j'aimerais. Mais je fais un appel d'ailleurs. Moi je veux bien être présidente d'honneur si vous voulez. Je fais un appel au think tank que vient de quitter Jean-Paul Delevoye. C'est parce que vous travaillez vraiment, lui ne travaille pas. Moi j'ai un métier. Non. Voilà. Moi mon métier c'est pas élu. 5 300 euros pour être président d'honneur d'un think tank. On aimerait bien. Mais donc d'ailleurs, vous en gagnez au moins le triple, non ? Mais bien entendu. Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Bonjour. Bonjour. Paul Vanier, orateur national de la France Insoumise. Bonjour à vous. Bonjour. Et Christian de Villeneuve, journaliste, éditorialiste. Merci d'être avec nous ce matin. On va évidemment parler de la manifestation d'hier. 400 000 personnes dans la rue contre 800 000 le 5 décembre. Est-ce qu'il y a un faiblissement de la mobilisation. Édouard Philippe, lui, ne promet pas d'annonce magique. Qu'en pensez-vous ? On va attendre, on ne va pas spéculer sur ces annonces, mais en tout cas, il est en train d'annoncer qu'il n'y aura pas d'annonce, grosso modo. Et puis, on va parler de l'opposition. Qui incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron ? C'est un sondage IFOP Sud Radio, on vous en reparlera dans un instant. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons peut-être avec Christian. On va sortir un petit peu de l'actualité franco-française. On va sortir un peu de l'actualité nationale. Non, je voulais attirer l'attention sur ce qui se passait un peu en Iran. Vous savez d'ailleurs qu'on a deux chercheurs français qui sont incarcérés, l'un pour espionnage, l'autre pour collusion contre la sécurité nationale. Mais c'est surtout la répression qui s'est abattue sur les Iraniens, qui manifestent en très grand nombre contre l'augmentation du prix de l'essence. Et d'après certains chiffres, entre autres Amnesty International, on compterait aujourd'hui près de 500 morts, 500 tués lors des manifestations. Il y a près de 5000 blessés, il y a plus de 10 000 personnes incarcérées, et je voyais encore hier, il y a eu ces derniers jours 4 exécutions, et il faut savoir quand même en Iran, depuis 6 ans, il y a eu pas moins de 3700 exécutions. Moi, je trouve qu'il y a dans un silence voilà, c'est exactement ça. On peut s'étonner et regretter le silence de la communauté internationale. Oui, absolument. Un commentaire, vous avez suivi Rafik Smati ? Oui, c'est révélateur finalement de la nouvelle ère géopolitique dans laquelle nous sommes entrés, où vous avez un certain nombre de puissances, et singulièrement au Moyen-Orient, on pourrait parler de la Turquie aussi, mais du Pakistan et bien d'autres qui entrent et qui s'assument délibérément, et la Corée du Nord aussi d'ailleurs, qui assument délibérément leur politique de puissance. Et nous, pauvres Européens, qui nous regardons le nombril et qui refaisons le sexe des anges, on les regarde sans rien faire, sachant qu'il y a un vrai risque pour les 50 ou 100 prochaines années. Un vrai risque géopolitique. Absolument. Le coup de cœur ou de gueule, je ne sais pas, de Nicolas Corato ? C'est plutôt un coup de cœur. Moi aussi, je voulais sortir un peu du sujet des retraites. Ce sont les derniers sondages qui veulent rien dire, mais qui sont intéressants quand même sur les élections municipales à venir à Paris. Moi, mon coup de cœur, c'est plutôt l'ouverture que ça promet, et j'espère le débat public que ça va engager, parce que on nous avait raconté que ces élections, elles étaient pliées d'avance. Benjamin Griveaux serait maire de Paris, ou qu'au contraire, Anne Hidalgo allait gagner finalement haut la main face à la division. Et on voit en tout cas que les Parisiens, et c'est pas par arrondissement, donc ça ne veut rien dire. On a un scrutin, il faut le rappeler, à Paris, qui est tout sauf démocratique. C'est un scrutin très indirect à 3 tours. Mais quand même, on voit, par exemple, Rachida Dati, qui est à 16%. Il faut saluer la performance. Parce que Benjamin Griveaux, les écologistes, qui sont très hauts également dans les sondages, et c'est plutôt aussi une bonne nouvelle pour le débat démocratique. Bref, on a, je trouve, des groupes qui en termes d'éléments d'opinion, arrivent à peu près au même niveau, ce qui promet, je l'espère, un vrai débat autour de l'avenir de la capitale, et je l'espère aussi autour de sa gouvernance, et notamment de son régime démocratique. Moi, cette élection, j'espère que c'est la dernière élection municipale à Paris qu'on connaîtra à 3 tours. Et je pense qu'il faut que les candidats se positionnent sur ce sujet pour que les Parisiens puissent participer activement à ce scrutin. Et une alliance Villani-Dati, ça vous semble possible ? Mais tout est possible. Tout est possible. Non, mais c'est vrai que la question démocratique est la question centrale de ces élections municipales. Et parmi les listes parisiennes, il y a la liste Décidons Paris, qui est emmenée par Daniel Simonet, qui est issu des rangs de la France Insoumise, et Vicage Dorasso,
qui est, vous savez, ce footballeur international qui s'engage en politique. Je crois que cette liste, elle a aussi de belles perspectives devant elle, parce que justement, elle propose aux habitants de décider par eux-mêmes. Vous avez raison de dénoncer le caractère antidémocratique de cette élection, mais construisons les listes ensemble, construisons le programme ensemble, et surtout allons siéger ensemble au conseil municipal, à ceux d'arrondissement, et puis au conseil de Paris pour changer la donne. Oui, c'est une élection ouverte. On va alors vos coups de gueule et à Rafik Smati et à Paul Vannier, une fois n'est pas coutume, est le même, et c'était le mien également, donc on va en parler. C'est l'interdiction du plastique d'ici 2040. C'est Brune Poirson qui a annoncé cela. 2040, ça fait loin. Ça fait loin, ce gouvernement, on l'a connu rapide, à supprimer l'ISF, à détruire le code du travail. Il se précipite là sur les retraites, et puis il faudrait attendre 20 ans pour régler cette question des déchets en plastique. C'est une question centrale, une question de santé publique. Le plastique, c'est les perturbateurs endocriniens. Ça provoque beaucoup de maladies, notamment chez les enfants, des cancers aussi. Et puis, on sait cette pollution terrible. Vous savez, on parle de cet océan de plastique qui flotte dans l'océan Pacifique, dans l'Atlantique. D'ailleurs, il y en a plusieurs. Donc, il y a une urgence. Et à l'heure de véritables urgences, ce gouvernement, encore une fois, nous fait perdre du temps. Voilà. Moi, il s'intéresse toujours à ce qui, rapidement, peut remplir les poches des plus riches dans ce pays. Mais face aux grands enjeux, l'enjeu démocratique, l'enjeu écologique, il répond absent. Il y a une transition qui est amorcée, Rafik Smati. Vous, c'était un coup de gueule ou pas également sur le plastique ? Écoutez, c'est particulier puisque c'est un coup de cœur qui se transforme en coup de gueule et qui se retransforme en coup de cœur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, une dialectique, là. Il y a un véritable problème aujourd'hui de santé publique qui est à la pollution plastique. On parle beaucoup d'ailleurs, s'agissant d'écologie, de réchauffement climatique, mais la réalité c'est qu'il y a plusieurs pollutions, et la pollution plastique est probablement la plus redoutable d'entre toutes. On considère que d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Il y a sur l'océan Pacifique un océan de plastique de la superficie de la France, donc ce n'est pas un petit sujet. Alors, même si évidemment tout le plastique ne vient pas de France, et une grande partie de ce plastique vient d'Asie, il est important que la France et l'Europe puissent être exemplaires. Et donc je salue cette guerre qui est déclarée au plastique. Alors, ça, c'est le coup de cœur. Il faut juste dire que c'est l'Assemblée nationale qui a voté, sont les députés qui ont voté l'abandon du plastique à usage unique. Alors les industriels, pour eux, c'est irréaliste, ils disent qu'ils n'y arriveront pas, et les écologistes jugent que c'est trop tard. Donc, et alors là où ça se transforme en coup de gueule, c'est que effectivement, je rejoins mon camarade en face qui dit mais effectivement 2040 c'est pas sérieux. On est dans un monde où on est sur des cycles de décision qui sont extrêmement rapides, et ok pour du volontarisme, mais dans ce cas-là pourquoi pas 20 ans, c'est se foutre de la gueule du monde, si vous me permettez l'expression. Et ensuite, et c'est là où c'est là où la raison finit par l'emporter. Je vois moi de mon prisme d'entrepreneur, patron de PME, qui utilisons du plastique, qui vient d'acheter une machine qui fait des emballages plastiques. Eh bien, si on m'oblige à rechanger mon outil de production dans les 5 ans, je suis en très grande difficulté, je ne sais pas faire. Et donc l'idée qui consiste à mettre une échéance qui permette aux industriels, qui permette aux PME de se remettre en cause et de voir loin, c'est quelque part raisonnable. Sachant que le signal est envoyé. Évidemment, à partir d'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, n'importe quel entrepreneur va considérer que le plastique ne fait plus partie de son équation. Oui. Donc les choses vont changer bien avant 20 ans. Oui, c'est ça. Mais il est important pour l'écosystème industriel français, qui est composé d'une grande partie de petites et moyennes entreprises qui investissent dans un outil de production qu'elles gardent 10 ans ou parfois plus, d'être raisonnable sur cette transition. Oui, Nicolas moi j'ai l'impression de revivre le même débat d'il y a quelques mois sur le glyphosate. On est tous d'accord pour dire qu'il y a un problème. On a des diagnostics différents, mais il y a un problème. Tout le monde n'est pas d'accord sur le glyphosate. On prend une décision politique. Non, mais je veux dire, sur le glyphosate, y compris les partisans du glyphosate considèrent qu'effectivement, il y a au moins des questions sur ce produit. Bref. Sur le plastique, c'est encore plus vrai, c'est encore plus tranché, parce que vous-même, vous reconnaissez. On a, je veux dire, un consensus politique à un moment pour dire on va prendre des mesures, et des mesures radicales. Et puis on a des industriels qui derrière viennent nous dire mais oh là là, nous, on est sur des cycles très longs. Nous, faites pas changer le glyphosate, ça change toute l'agriculture. Nous enlève pas le plastique, il nous faut 20 ans. Les mêmes industriels qui vous expliquent qu'il faut de l'agilité,
et qu'il faut s'adapter au marché le plus rapidement possible et qui sont capables de le faire quand leurs intérêts sont en jeu. Ce que je veux dire par là, c'est que moi j'aimerais que les industriels soient aussi prompts à s'adapter à la loi qu'à s'adapter au marché. Il y a un moment où je ne peux pas entendre... Ça veut dire quoi concrètement ? Je veux dire, si à chaque fois qu'on fait une loi, on a des industriels en face qui viennent vous expliquer qu'il faut 20 ans, 30 ans, mais qu'en revanche, pour fermer une usine, parce qu'il faut s'adapter au marché chinois, il faut 6 mois, je pense que ce langage-là des grands patrons et des grands groupes n'est plus audible. Et qu'à un moment, vous ne pourrez pas dire... Il y a juste 2 éléments fallacieux dans ce que vous dites. Attendez. Le marché, on sait s'y adapter très vite. La loi, je pense que les industriels sont capables de s'y adapter très vite. C'est une question de volonté. Je vais vous dire quels sont les 2 arguments fallacieux. D'abord, vous parlez des industriels comme du grand méchant loup. Sauf que l'industrie en France, c'est peut-être des grandes multinationales qui ont les moyens de cette transition, mais c'est aussi beaucoup de TPE et de PME qui n'ont pas ces moyens-là. Petit 1. Petit 2. Qui sont agiles. Petit 2. Une transition, oui, mais ce sont avec l'autoflagellation. 95% de la pollution plastique du monde vient d'Asie. Donc, la question de la pollution plastique... Donc, c'est pas un problème pour nous. On peut aller plus vite que ça. On doit avoir une valeur d'exemple. Ouais. Et il faut le faire. Mais croire que parce que la France va mettre ses PME industrielles dans le mur à horizon 5 ans à travers une loi très contraignante, croire que ça va résoudre le problème, ça ne résoudra pas le problème. Donc il y a un double discours. Non, mais il y a un discours d'exemplarité. Paul Vanier. D'abord, c'est une loi sur les plastiques à usage unique. Bien sûr. Donc on voit d'ailleurs que son ambition d'abord est assez limité. Non, mais c'est pas mal. Ça veut dire quoi, usage unique ? Je pense que c'est les gobelets en plastique, les touillettes, vous savez, c'est l'écologie de la touillette. Mais ça a déjà changé, les sacs plastiques, il y en a de moins en moins. C'est pas une loi qui malheureusement veut aller sur des objectifs écologiques ambitieux. Parce que au-delà de cette discussion, la temporalité des entreprises, la temporalité politique, nous, comme humanité, nous n'avons plus le temps. Les scientifiques nous disent, à l'horizon de ce siècle, ce sont des scénarios de 5, 6, parfois 7 degrés d'augmentation des températures à l'échelle mondiale qui sont envisagées. Aujourd'hui, une étude nous montre que dans la région arctique, l'Arctique à son tour participe au processus de réchauffement. C'est ce qu'on appelle un scénario d'emballement. Il y a en ce moment une accélération du phénomène et elle nous place devant un mur. Donc 20 ans, c'est trop long pour agir et réagir face à ce qui menace notre survie, nos économies. Mais globalement, c'est un message qui est envoyé et qu'aujourd'hui les industriels. Mais il faut des gouvernements courageux aujourd'hui qui prennent des décisions. C'est que dans 5 ans, vous n'aurez plus de plastique. Dans 5 ans, vous n'aurez plus de plastique. Alors pourquoi ne pas légiférer dans ce sens immédiatement ? Mais parce que dans certains cas, c'est pas possible. Donc autant être raisonnable. La raison aujourd'hui, elle appelle à agir tout de suite, à ne pas différer les décisions. Rendez-vous dans 5 ans, mais vous n'aurez plus de plastique. Voilà en tout cas ce qui est une attitude raisonnable. Tout prendre en compte dès maintenant pour affronter globalement ce défi et ne pas différer à des générations futures la responsabilité à prendre. Christian Villeneuve, approchez-vous du micro. Si on a pris une mesure aussi un temps d'une vingtaine d'années, c'est qu'il y a des raisons. Et il y a des raisons, et il y a effectivement un certain nombre d'investissements lourds qu'il faut amortir, parce que ne serait-ce que pour des raisons d'économie et des raisons de marché. Donc ça existe. Après, il faut donner, comme disait l'autre, du temps au temps. C'est-à-dire que là, ils ont fixé un cap. Les industriels vont en tenir compte. Si on vous dit, par exemple, du jour au lendemain, il n'y a plus une bouteille en plastique. Bon, il va falloir trouver un autre emballage, un autre emballage qui soit moins polluant. Donc, honnêtement, c'est compliqué. Et je crois qu'il ne faut pas donner dans le yaka foke. Il faut donner une stratégie, un cap, et peut-être, pourquoi pas, on y arrivera avant la date butoir. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de la mobilisation autour de la réforme des retraites, des annonces potentielles d'Édouard Philippe. On en parle avec vous. Et puis à midi, vous pourrez écouter sur Sud Radio le discours, les annonces du Premier ministre. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est avec vous et on commente l'actualité, évidemment la mobilisation autour de la réforme des retraites. On peut revenir sur ce qui s'est passé hier. Il y a eu d'abord une très forte mobilisation le 5 décembre. Hier, il y avait un petit peu moins de monde dans les rues, 400 000 personnes contre 800 000. Est-ce que c'est un essoufflement ? Est-ce que, quel signe y voir ? La grève contre la réforme des retraites a été moins suivie hier. Pourquoi est-ce que cette mobilisation s'essouffle ? Est-ce qu'une autre va se remettre en place ? Christian de Villeneuve, comment vous l'analysez, vous, ce qui s'est passé hier ? Je pense que... d'abord, je pense qu'il ne faut pas tirer trop d'enseignements de cette journée d'hier. Les gens, il y avait 2 fois moins de grévistes et 2 fois moins de manifestants, mais je pense que la détermination reste très grande.
Je crois que c'était probablement une erreur d'organiser une journée de grève à la veille de l'intervention du Premier ministre. Et comme c'est une erreur, à mon avis, de prévoir deux nouvelles journées de grève et de manifestation après l'intervention du Premier ministre sans l'avoir entendu. Oui, voilà. Mais en même temps, le Premier ministre dit qu'il ne va rien annoncer de bouleversant. Donc, c'est une manière de mettre sa pression. Je pense que ça concerne beaucoup la CGT, FSU, qui demande, ou FO, et qui demande un retrait sine qua non du projet. Donc, effectivement, là, il n'y a pas de négociation donc là, on est dans une histoire de rapport de force, voilà. Oui. Paul Vanier. Non, mais c'est un mouvement qui est puissant et qui se prépare à durer. Alors, évidemment, les uns et les autres s'économisent, ne font pas forcément grève tous les jours les uns après les autres, mais on voit que dans des secteurs, la reconduction est extrêmement puissante. À la RATP, à la SNCF, ça fait déjà une semaine. Et pendant plusieurs jours encore, les grévistes prévoient de l'être. Moi, je crois que toutes les raisons sont réunies pour que ce mouvement dure, parce qu'aujourd'hui, Édouard Philippe devrait nous annoncer finalement qu'il ne recule sur rien, ou à peine sur quelque chose. Je disais même ce matin que... on va en reparler. Mais oui, non, mais on verra. Mais moi, j'aurais aucune difficulté à regarder. Mais y compris la CFDT disait ce matin que ça ne la satisferait pas. Moi, ce que je constate, c'est qu'hier, dans la rue... Sans même savoir ce qui va être annoncé. Non, mais parce que si, on a il y a des choses qui ont fuité. C'est-à-dire que ce serait... la réforme serait pour celles et ceux qui sont nés après 75, donc ce ne serait plus 1963. Il y a une autre chose, une transition de 10 ans pour les régimes spéciaux, notamment pour la SNCF et la RATP. Donc il y a vers un âge pivot également, si l'âge légal ne doit pas évoluer et reste à 62 ans, il pourrait y avoir l'instauration d'un âge pivot avec un système de bonus-malus. En gros, si les Français veulent partir au même âge qu'actuellement, ils seraient impactés financièrement et incités à travailler plus longtemps. Voilà ce qui a fuité ce matin. On comprend que l'exécutif a arbitré sa réforme, sur laquelle il travaille depuis plus d'1 an, hier soir, lors d'un dîner. C'est-à-dire que c'est quand même aussi, en termes de préparation et de méthode, un peu problématique. Pour revenir au mouvement, je suis d'accord. Je pense que ce mouvement est en train de s'inscrire dans la durée, que les gens sont en train de se préparer à tenir. Sauf qu'il y a la date butoir des fêtes de fin d'année et qu'on n'a pas vu un conflit. On n'a pas vu un conflit ne pas s'arrêter à propos des fêtes. Vous avez raison. On disait la même chose pour les Gilets jaunes. Il n'y a pas eu de conflit. Il s'est émoussé. Vous pensez que ce mouvement était Vous avez raison, mais effectivement, il y a d'autres précédents. Et par ailleurs, c'est quand même le gouvernement qui aujourd'hui se projette dans un calendrier de manière complètement irresponsable, en expliquant qu'on va continuer à discuter en janvier, alors que, je le rappelle, c'est peut-être une information que les médias n'ont pas, mais c'est en Conseil des ministres le 12 février le projet de loi sur les retraites. Il y a 2 lois, une organique, une ordinaire, qui sont d'ores et déjà programmées pour le 12 février. Je pense que là, il y a un vrai sujet de calendrier. Je reviens sur le mouvement. Non seulement, à mon avis, s'inscrit dans la durée, mais il s'étend. On voit des catégories qu'on n'a pas l'habitude de voir d'ailleurs dans ces conflits venir. On a les policiers qui aujourd'hui manifestent, les pompiers qui arrivent, les professions libérales qui arrivent, les enseignants, on ne l'a pas dit, mais il y a un taux de grévistes chez les enseignants, notamment dans le primaire, qui est très important. Pas hier. Pas hier. Mais si, c'est 62% dans le second degré, par exemple. 40% dans le premier degré. Moi, je vous donne les chiffres des organisations syndicales. Si vous me donnez en effet ceux du ministère, moi, je suis enseignant. Je vais vous dire comment il les calcule. Monsieur Blanquer, dès 8h du matin, annonce des chiffres. Par exemple, moi, mes journées de travail, parfois, elles commencent à 9h ou elles commencent à 10h. Et donc, monsieur Blanquer ne me compte pas comme gréviste, c'est-à-dire comme la majorité de mes collègues qui ne commencent pas forcément à 8h. Donc, les chiffres du ministère sont bidons en matière de calcul du taux de grévistes dans l'éducation nationale. C'est un mouvement qui est très puissant parce que les professeurs savent qu'il s'agit du vol pour eux de 10 000 € par an de leur pension à peu près. C'est en tout cas ce que prévoit cette réforme si elle était mise en œuvre. Et en effet, ce mouvement s'élargit. Il s'élargit à la jeunesse. Notez que les étudiants, et les lycéens, que d'ailleurs aussi les enseignants du supérieur sont en train d'entrer massivement dans ce mouvement de grève, que les danseurs de l'opéra, par exemple, étaient nombreux hier dans les cortèges. L'opéra. Oui, je ne sais pas. Moi, c'est la première fois que je vois les danseurs de l'opéra. Mais en tout cas, cette grève, sa caractéristique, c'est qu'aujourd'hui, elle s'appuie évidemment sur des bastions dans la fonction publique, chez les cheminots, mais aussi dans le secteur privé. Moi, j'étais surpris. Il y a eu des milliers d'appels à la grève jeudi dernier dans le cortège. J'étais surpris de côtoyer des gens que j'avais jamais vus dans les cortèges. Il y avait des profs agrégés de prépa. Qui étaient dans la rue et qui me disaient c'est la première fois depuis De Vaquet qu'on descend dans la rue. Des profs agrégés de prépa de grands lycées parisiens qui ont peut-être pas complètement à se plaindre de leur situation aujourd'hui, mais qui sont très solidaires de ce qui se passe dans l'enseignement et très inquiets de l'avenir de l'éducation nationale, notamment dans le secondaire. Oui, Rafik Smati. La grogne aujourd'hui, la grogne populaire, en réalité, va bien au-delà de la question de la réforme des retraites.
C'est pas comme si tout allait bien en France et qu'on était en train de discuter d'une réforme qui poserait problème. L'état de notre pays aujourd'hui est un pays dont les services publics sont en train de se disloquer sous nos yeux, tous, que ce soit les hôpitaux, les prisons, les EHPAD, tout est en train de se disloquer sous nos yeux. Et en face de ça, on a un État qui est extrêmement mal géré, ce que j'appelle un État léviathan, qui met de plus en plus d'argent sur la table pour un modèle social qui est en train de s'effondrer. Et c'est contre ça, aujourd'hui, que nos compatriotes s'élèvent. C'est contre cet État glouton pour lequel on peut se dire légitimement, mais où va notre argent ? Nous sommes le pays où on paye le plus d'impôts, où les services publics sont en train de s'effondrer, et avec un État qui vient ponctionner tout ça. Et c'est contre ça aujourd'hui que nos compatriotes sont en train de s'élever. Et finalement, la réforme des retraites, c'est quelque part un signal parmi tant d'autres, un levier de crispation sur lequel on pourrait venir débattre. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète vraiment dans cette réforme des retraites. Un point. C'est le sort qui va être réservé à notre jeunesse, qui est probablement la grande sacrifiée de cette réforme des retraites. Vous vous rendez-vous compte, on a eu des générations qui ont construit un modèle de retraite qui est financé par les jeunes générations. Et on est en train de dire, à travers cette réforme des retraites, aux jeunes générations, mais ce que j'appelle jeunes générations, c'est à partir des quadras, trentenaires, on est en train de leur dire, peut-être que vous n'aurez pas de retraite, et si jamais vous en avez une, eh bien, il va falloir que vous travaillez beaucoup plus dur. Sachant que on ne met pas en place la réforme pour tout le monde, c'est-à-dire que ceux qui sont à 20 ans ou 10 ans de la retraite seront épargnés. Donc c'est une OPA, c'est un vol qui est fait sur les générations futures. Nous qui sommes, parce que je m'inclus dedans, des enfants de la crise qui n'avons connu que la crise, que la privation, que un monde où on nous dit ça va mal, eh bien aujourd'hui on nous dit finalement c'était pas prévu comme ça, mais tu seras vraiment de la farce. On se retrouve dans un instant et vous pouvez réagir bien évidemment sur l'antenne de Sud Radio 0826 300. À tout de suite. Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, Édouard Philippe doit annoncer sa réforme des retraites. Pas d'annonce magique, a-t-il annoncé? Est-ce que c'est un tournant dans le quinquennat? Quelques mesures ont fuité, en particulier l'âge concerné la réforme concernerait ceux qui sont nés après 75. Une transition de 10 ans pour les régimes spéciaux, donc avec des primes qu'on voit pas bien où ils vont trouver l'argent, mais bon, voilà, des primes pour ceux qui le temps de la transition, que la transition se mette en place, et puis un âge pivot, cet âge pivot qui pourrait être fixé à 44 ans d'ici 2027. 64. À 64 ans, pardon. Oui, 64 ans, 44 ans, c'était trop jeune. René est en ligne avec nous, bonjour. René, oui, bonjour, on vous écoute. C'est à moi. Oui, bonjour, c'est à vous. Bonjour, messieurs. Bon, eh bien, en ce qui concerne le succès, disons, de cette manifestation, oui. Ils sont peut-être tout simplement victimes du succès, parce que pour arriver sur place, il faut faire beaucoup de voitures. Et comme tout est bloqué, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lassent un peu. Ouais. C'est la manifestation ira un autre jour. Voilà. Oui, bien sûr. Oui. Et ceci entraîne cela. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, en ce qui concerne la retraite, je pense qu'il faut pas penser qu'à soi. En défendant son beefsteak, on ne pense un peu qu'à soi. On pense pas aux autres, à la suite, à ceux qui vont arriver derrière. Si, c'est pour ça qu'ils se battent, justement. C'est le principe de ceux qui font grève aujourd'hui. C'est de dire... Non, je suis pas d'accord avec vous. Chacun se bat pour son petit truc personnel. Ouais. Et la SNCF se bat pour la SNCF, la RATP pour la RATP, l'EDF pour l'EDF, etc. Et à l'époque où ces gens-là ont eu des privilèges, c'était une époque où on pouvait en donner des privilèges. Mais est-ce qu'ils se sont mis dans la tête que tous ces privilèges entrent dans le prix de revient? Et si le prix de revient augmente, nous, on paye plus cher. Mmh. Mais ça, ils s'en foutent. Le principal, c'est que eux soient augmentés. Ouais. Alors, il faudrait qu'ils poussent un tout petit peu plus loin. Vous voyez? Voilà. Oui, d'accord. Alors, je ne sais pas qui veut réagir à ce que vient de dire René. Je crois que le piège dans lequel nous ne devons absolument pas tomber,
surtout pas tomber. C'est le piège qui consiste à nous opposer les uns les autres, à nous défier les uns les autres. Nous, dans le privé qui travaillons plus, vous dans le public qui travaillez moins, etc. Pourquoi il ne faut pas tomber dans ce jeu-là ? C'est parce qu'en réalité, nous sommes tous dans le même bateau, un bateau qui s'appelle la France, qui est aujourd'hui à la déroute. Et je parlais tout à l'heure de cet État obèse qui ne se remet pas en cause et qui ponctionne tout. Cet État-là, ça l'arrange bien de nous voir, nous, les uns les autres, nous regarder en chien de faïence et nous battre entre nous parce que ça lui permet de faire en sorte que nous ne regardions pas dans la bonne direction. Donc, de grâce, c'est un appel que j'envoie. Même si, évidemment, il y a des réformes à faire dans la fonction publique, même si, évidemment, il y a la question des régimes spéciaux qui se pose, et je ne conteste rien sur le fond, mais sur la forme, résistons, je vous en conjure, à cette tentation qui consiste à nous opposer les uns les autres, parce que notre pays aujourd'hui n'a pas besoin de ça. Ouais. Juste, cette réforme donc, qui va être annoncée tout à l'heure, ça risque de ne pas passer, vous le disiez Paul Vannier tout à l'heure, et je vois à l'instant 3 syndicats de police, UNSA, Alliance, SGPFO, ont appelé aujourd'hui les CRS au blackout. Il y a déjà 4 compagnies de CRS qui sont indisponibles. Ils ont appelé SOS Médecins ce matin, par exemple ceux qui étaient à Nice, et donc ça fait plusieurs compagnies, à 8h ce matin, 5 compagnies qui étaient en arrêt, et cet appel des syndicats concerne également les autres policiers à des actions symboliques. On sent qu'il y a quand même, on disait qu'il y avait moins de mobilisation hier, mais on sent qu'il pourrait être rejoint par d'autres corporations. Mais le gouvernement va la jouer droit dans ses bottes. Ce matin, le président du groupe à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, présentait les annonces d'Édouard Philippe comme définitives. À cette date, aujourd'hui, des annonces définitives. Or, s'il s'agit d'un âge pivot, c'est-à-dire de devoir travailler davantage ou sinon de voir des décotes très importantes venir diminuer sa retraite. S'il s'agit de l'idée selon laquelle le point ne pourrait pas baisser en gravant dans le marbre de la loi l'idée qu'il soit indexé au salaire tout en ne renonçant pas à l'objectif de limiter les dépenses de retraite, j'insiste sur ce point, c'est très important, à 13,8% du PIB. C'est l'objectif fondamental du gouvernement, limiter les dépenses de retraite à moins de 14% du PIB. Or, le nombre de personnes âgées va augmenter dans des proportions considérables dans les années qui viennent, si bien qu'il y aura davantage de retraités pour un gâteau qui aura toujours la même taille, 14% du PIB. Donc chacune des parts de ce gâteau sera mécaniquement plus petite. On peut toujours inscrire dans le marbre de la loi la valeur du point, mais si cette règle-là, si cet objectif-là n'est pas remis en cause, alors l'objectif du gouvernement continuera à être atteint. Tant que le gouvernement n'aura pas renoncé à ce qui est l'essence de cette réforme. Oui, mais il faut bien la changer, il faut bien qu'il y ait une réforme des retraites. Changer. Je suis d'accord avec vous, je donne cette piste, je la répète en permanence. La France est le pays recordman d'Europe du versement des dividendes. 45 milliards d'euros l'année prochaine. Il faudrait instaurer une taxe sur les dividendes pour financer nos régimes de retraite. Je dis qu'à court terme, jusqu'en 2025 au moins, ces régimes ne sont pas en difficulté, ils sont en équilibre, et donc nous avons le temps de trouver des mesures qui permettraient sur le long terme de les pérenniser. Ça n'est pas ce chemin-là qu'il faut emprunter, parce que c'est le chemin de l'appauvrissement de tous les Français. Je voulais revenir, Valérie, sur l'histoire des policiers, parce que ça n'est pas que symbolique, les policiers. C'est bien plus, à mon avis, bien plus difficile que ça à vivre pour l'exécutif. Aujourd'hui, on a un exécutif qui est bunkérisé sur cette réforme. Formellement, enfin, on a tous essayé d'arriver chez vous ici ce matin. Ouais. Le Premier ministre va parler au Conseil économique et social. Il sort pas dans la rue. Il est au Conseil économique et social, comme il pourrait aller à l'Assemblée nationale. Enfin, vous voulez qu'il soit où ? Vous voulez qu'il soit sur une poubelle à Billancourt ? Non, ce que je veux dire, c'est que tout Paris est fermé. Oui. Tout le quartier est fermé. Il y a des murs anti-émeutes sur toutes les avenues. On parle d'un Premier ministre qui va dans la 3e chambre prévue par la Constitution de ce pays et qui ne peut pas sortir sans un dispositif militaire et policier que de mémoire de Parisiens, on est tous concernés, on a rarement vu. Moi, j'ai vu des blindés place du Trocadéro parce que le Premier ministre va parler au Conseil économique et social. Donc, il y a quand même un effet... Enfin, ce gouvernement tient depuis plusieurs mois parce que les forces de l'ordre maintiennent et acceptent de maintenir un niveau de maintien de l'ordre à la hauteur de la violence sociale qu'il y a dans ce pays. Moi, je suis très inquiet de voir ce gouvernement se raidir en même temps qu'il se bunkérise à l'intérieur d'un périmètre sécurisé, alors que manifestement, il y a dans le pays un cri social qu'il faut entendre, qui est multiple. Et c'est tout le problème de cette réforme. Elle est universelle, cette réforme. Donc, elle a universellement déversé sur la place publique des revendications, des peurs, des inquiétudes qui sont très différentes. Il y a des gens de gauche, mais il y a des professions libérales. Il y a des experts comptables qui considèrent que cette réforme est pas égalitaire. Donc, il faut entendre ce bruit-là qui monte de la part de la population et en tirer les conséquences. Un dernier chiffre, pourquoi on parle de la réforme des retraites ? 350 milliards d'euros de cotisation, de recettes, 7 milliards à 15 milliards, si on prend les hypothèses les plus pessimistes du corps, de déficit. Est-ce que c'est vraiment le premier sujet qu'il fallait gérer ?
Christian de Villeneuve. Moi, je suis très perplexe parce que j'entends autour de cette table. Franchement, est-ce que vous avez le sentiment de vivre dans un enfer, comme je me dis, en France? Est-ce que vous avez... Voilà. Vous avez l'impression... Non, je suis inquiet. Non, franchement, c'est Sylvain Tesson. C'est Sylvain Tesson qui dit très bien que la France est un paradis et dans lequel les Français pensent qu'ils vivent en enfer. Moi, je ne nie pas toutes les difficultés, tous les problèmes. Mais si vous regardez le Parisien de ce matin, si vous regardez les comparaisons internationales, on se rend compte que les Français sont privilégiés en matière de retraite. Voilà. Après, on peut refuser des questions. Mais pas en matière de salaire, Charles. Justement, je les affronte d'une façon différente de la vôtre. Mais allez-y, exposez vos solutions. Allez-y, laissez terminer, Christian de Villeneuve. Vous pouvez refuser l'équation économique. Justement, je ne l'ai pas fait. En disant selon laquelle il y a une augmentation de la population, qu'il y a un problème de financement de ces retraites. Vous voulez le reporter à 2025, d'autres le reportent à 2015. Et bon, moi, une chose qui m'étonne vraiment, c'est le revirement de la gauche en général, parce que effectivement, il y a une ambition et d'équité et de justice. Et je rappelle qu'en 2005, monsieur Thomas Piketty, la CFDT, le PS, toute la gauche était favorable à la retraite par points. Non, cette gauche-là. Et ils avaient tort. Et cette gauche, elle a perdu. Vous en étiez à l'époque. Et cette gauche, elle a perdu. Pas vous personnellement, mais Mélenchon, il y a capable de se représenter. Cette gauche, elle a perdu sur ce genre de programme. Non, bon voilà. Donc, dire que le gouvernement est brutal. Édouard Philippe n'est en rien comparable à l'attitude d'Édouard Philippe n'est en rien comparable avec celle d'Alain Juppé. Il y a quand même eu du dialogue, des débats, et après que le gouvernement tranche, c'est son boulot. C'est son boulot avec des organisations syndicales. Et BlackRock et des fonds de pension. Écoutez, ce qui arrive. Mais regardez les choses comme elles sont. Monsieur Delevoye a dû démissionner de 2 postes parce qu'il était en position de conflit d'intérêts. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a démissionné. Ce fonds de pension américain a transmis ses recommandations au gouvernement. Il faut rappeler que ce qui arrive maintenant, c'est le deuxième étage du fusée. Les fonds de pension, c'est une réalité. On est bien pas tous en même temps. Vous allez voir que je ne suis pas dans une conspiration. Premier étage, la loi Pacte. La loi Pacte prévoit des exonérations fiscales massives pour ceux qui recourraient à des systèmes d'assurance privée, à des systèmes de retraite par capitalisation. Deuxième étage, la réforme des retraites qui vient, qui nous annonce quoi? Que nous allons tous perdre entre 20% et 30% du montant de nos retraites. Et donc qui invite ceux qui en ont les moyens à se tourner vers des régimes par capitalisation. C'est la réforme des assurances privées. C'est finalement le régime spécial BlackRock, comme l'a dit un député de droite des Républicains. Et je suis de la France Insoumise, mais il a raison sur ce point. C'est 3 milliards d'euros par an qui seront versés à ces fonds de pension américains. Je ne veux pas ça pour mon pays. Mon pays, c'est la solidarité. Mon pays, c'est l'héritier du Conseil national de la résistance. Mon pays, c'est la République française. Ça n'est pas un système dans lequel les grands fonds de pension américains s'enrichissent sur le dos des Français. Amélia est en ligne avec nous et voulait réagir à notre débat. Bonjour Amélia, vous êtes à l'antenne sur Sud Radio. Oui. Bonjour à tous. Alors je vous entends tous râler après cette réforme. Sauf que M. Macron, pendant sa campagne, a annoncé tout ce qu'il allait faire. Et tout ce qu'il a dit, il est en train de le faire. Donc ils sont très cohérents. Pas exactement. Ils vont ajuster un petit peu cette réforme et ils vont la faire passer et ils continueront. C'est tout. Ce monsieur l'a dit. Moi, je n'ai pas voté pour lui pour son côté économique. Il faudrait peut-être qu'un jour, les Français votent pour quelqu'un et pas contre quelqu'un. Parce que M. Macron, s'il est au pouvoir aujourd'hui, c'est parce que tout le monde s'est déplacé pour voter contre Marine Le Pen. Donc il faudrait peut-être qu'ils cessent, parce qu'une fois qu'ils font les bêtises, ils descendent dans la rue en disant « Mon Dieu, c'est pas bien ce qu'on nous fait ». Mais tout ça, ils le savaient. Entre ceux qui ont voté pour que la taxe d'habitation soit supprimée, les autres pensant que parce qu'ils étaient jeunes, ils allaient devenir riches, parce que ça serait les premiers de cordée. Non, mais il faut arrêter de rêver. Et comme j'ai toujours dit, ma génération, parce que j'ai 48 ans, a été sacrifiée. Et nos enfants sont vendus pour le capital. Pour les gens qui ont besoin d'argent, on vend nos enfants pour de l'argent. C'est tout. Ce ne seront plus rien, ce ne seront que des machines. Ils seront peut-être moins bien reconnus que les machines.
Bon. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Merci beaucoup, merci de votre appel. On va marquer une pause et on va y revenir. Merci Amalia de nous avoir appelé. 0826 300, à tout de suite. Vous, jusqu'à midi. À midi, vous pourrez suivre l'intervention du Premier ministre depuis le Conseil économique, social et environnemental. Conseil économique qui est bunkerisé, d'après ce que vous nous avez dit, Nicolas Corato. Rafik Smati, vous voulez réagir sur la réforme des retraites, peut-être à ce que disait Amalia juste avant ? Oui, l'auditrice précédente disait que Emmanuel Macron s'est fait élire sur ce programme. Je m'inscris en faux contre cette affirmation. Hier, j'ai relu, comme par hasard, le programme de Emmanuel Macron, le petit livret d'une vingtaine de pages qui avait été diffusé avant l'élection présidentielle. Il est écrit noir sur blanc, nous ne changerons pas l'âge de départ à la retraite ni le niveau des pensions. Alors comment voulez-vous, lorsque vous arrivez avec ce mandat en ayant écrit ça, comment voulez-vous, lorsque vous voulez changer quelque chose, avoir l'assentiment, l'approbation de l'opinion publique ? Moi, je suis de ceux qui pensent que les Français sont prêts à accepter la réforme, à condition que nous puissions jouer carte sur table et mettre tout à l'occasion d'une élection présidentielle. Je suis par exemple favorable à l'idée de repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans. C'est encore plus que ce que propose Emmanuel Macron aujourd'hui. Mais 65 ans, pas dans 20 ans, 65 ans maintenant. Parce qu'il serait hors de question, précisément, de faire porter sur les jeunes, et rien que sur les jeunes, le poids de 30 années ou 40 années de nos réformes. Donc si on doit reporter l'âge de départ, c'est maintenant. C'est pas de manière progressive, c'est pas pour dans 20 ans. Et puis il y a un sujet dont personne ne parle, ce qui me paraît surréaliste, parce que c'est le cœur de la question des retraites par répartition, c'est le sujet de la démographie. Ah oui. Si demain, Jean-Paul Delevoye en a parlé de façon un petit peu maladroite. Si demain, je vous en félicite, si demain nous voulons avoir des actifs qui financent les retraites de nos retraités, de nos seniors, eh bien il faut plus d'actifs. Et ça veut dire qu'il faut revenir sur la politique nataliste catastrophique qui a été mise en place par François Hollande entre 2012 et 2014, parce qu'il suffit de regarder les graphes démographiques pour se rendre compte qu'il y a une cassure nette, claire et précise entre 2012 et 2014. C'est clairement lié aux mesures qui ont été prises. Donc, rehaussement du plafond du quotient familial, des allocations familiales universelles, etc. Et puis, il y a plein d'autres mesures. En France, et c'est ce qui a fait la grandeur de notre pays depuis le Conseil national de la résistance, nous faisons des bébés. Et c'est ce qui permet... Enfin. Et je veux dire quelque chose d'essentiel. On parle souvent de PIB, de croissance, etc. Mais l'indicateur économique de long terme par excellence, c'est la démographie. Je suis tout à fait d'accord. Et hélas, cette question-là est complètement absente du débat, alors qu'elle devrait être au cœur des enjeux. Oui. On est tout à fait. Enfin, je crois qu'autour de cette table, on est tout à fait d'accord. Hein. Le problème démographique est un problème clé. Et en effet, si le gouvernement, après avoir essayé d'opposer régime spéciaux, régime général, fonctionnaires, salariés, joue tout à l'heure la carte de l'opposition des générations, en faisant en effet porter sur le dos de la jeunesse qui s'étend jusqu'au quarantenaire, vous avez raison, le poids et les conséquences de ce qui va arriver, eh bien moi j'appelle les jeunes de ce pays à se saisir de cette question, parce que je me souviens qu'il y a quelques années, une autre disposition venant d'un autre président qui visait la jeunesse de ce pays, le CPE, le contrat première embauche, qui constituait à finalement introduire une législation dans le travail particulière pour les jeunes, eh bien je me souviens qu'elle avait entraîné une mobilisation de masse et le retrait de cette réforme. Donc si c'est le chemin que prend Emmanuel Macron, ça n'est pas une issue pour lui, ce sera une mobilisation, j'en suis sûr, qui grandira. Alors, on a Antoine en ligne avec nous. Bonjour Antoine. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Non, oui, je souhaitais réagir sur la rengaine habituelle, les dividendes, il faut être taxés. Mais ils sont déjà taxés à 30% d'impôts, 17% de prélèvements sociaux et 13% d'impôts directs. Non plafonnés. Attendez. Vous permettez, je vous ai pas interrompu. Allez-y. Voilà, toujours le truc habituel. On interrompt pour couper l'autre dans sa réflexion. Je vous rappelle que le CAC produit 50 milliards d'euros de dividendes. L'État perçoit environ 5 milliards d'euros via ses participations directes, Renault, Engie, etc. Ensuite, je vous rappelle que la moitié du CAC appartient à des fonds d'investissement, notamment étrangers. Donc, plutôt que d'éloigner les Français de la bourse, essayons au contraire de les y ramener. Maintenant, dans les actionnaires, il y a aussi des petits porteurs qui le sont via leur contrat d'assurance vie. Il y a le personnel de ces entreprises via son plan épargne entreprise. Et puis, on parle de fonds de capitalisation. Mais ça existe quand vous épargnez tous les mois, notamment sur votre contrat d'assurance vie. Vous créez votre petit fonds de capitalisation personnelle. Il me semble qu'on est complètement à côté de la plaque.
CAC. Concernant la fiscalité, vous n'imaginez pas ce qu'est la fiscalité de l'entreprise, parce que le dividende, c'est en grosso modo la moitié, le payout, c'est-à-dire la distribution du bénéfice net, c'est environ 50% du dit bénéfice, le dividende. Mais le bénéfice est déjà taxé autour de 30%. Donc l'entreprise produit 100 de résultats. Il y a 30% d'impôt. Sur ce qu'elle va distribuer, l'actionnaire paye encore 30%. Alors on va faire un truc très simple. Vous me prenez tout, voilà. Je me mettrai sous un pont et enfin nous aurons atteint la société mélenchonienne. Alors on va rétablir un peu les faits. Restez avec nous, Antoine. Un ouvrier, un employé dans ce pays travaille en moyenne chaque année 45 jours par an pour payer les actionnaires. Dans les années 80, c'était 9 jours par an. Donc on voit qu'il y a un déplacement, un déséquilibre dans la répartition de la richesse produite qui s'est progressivement mise en place. Et puis par ailleurs, sur cette réforme, parce que moi aussi je m'intéresse de la santé des entreprises, cette réforme qui va appauvrir les retraités qui sont un moteur de la consommation populaire, qui demain ne pourront plus se tourner vers les artisans, vers les petits commerçants, vers le tissu des petites TPE et PME. Et bien cette réforme, elle aura un effet récessif. Elle aura un effet récessif sur le moyen et sur le long terme pour, en effet, des dizaines de milliers d'entreprises. Donc elle n'est bonne pour personne. Vous aviez raison de dire qu'il ne faut opposer personne. Eh bien, il ne faut pas, en effet, opposer ceux qui se battent aujourd'hui pour maintenir des pensions convenables et puis des dizaines de milliers, en effet, de petits entrepreneurs qui ont intérêt à ce que les retraités puissent consommer. Juste oui, sauf qu'en ce moment, ils ne consomment pas. Il y en a plein qui vont fermer, qui vont mettre la clé sous la balle. Non, c'est pas quelques jours de galère. C'est la vérité. Je rappelle que le nombre de faillites qu'il va y avoir des petits commerçants et des restaurations. Non, c'est pas arrêté. Non, c'est la vérité. Charles, vous avez raison, mais qui a choisi le calendrier de cette réforme? C'est pas les syndicats. Et je rappelle la date du mouvement, le 5, c'est quand même les syndicats qui l'ont fait. Qui a choisi le calendrier de cette réforme et de finaliser les négociations, les pseudo-négociations en décembre? C'est et il y avait un entrepreneur sur le plateau de France 2 l'autre jour qui dit en gros, moi je suis pour cette réforme, mais quelle responsabilité vous prenez de nous remettre encore une crise sociale en décembre après les Gilets jaunes l'année dernière? Et les deux crises sont durent pas. Je reviens juste moi d'abord sur les artisans, vous dire que l'UDP, qui est l'union qui représente tous les artisans de France, s'est déclaré opposé à la réforme au régime universel, ce qui est intéressant. Et certainement favorable à la grève. Ils souffrent aujourd'hui. Il y a peut-être d'autres façons de négocier. Ils souffrent aujourd'hui, mais ils sont opposés à la réforme. La deuxième chose, je voudrais répondre à votre auditeur sur les dividendes. Ce gouvernement a fait passer une réforme qui s'appelle la flat tax. Aujourd'hui, que vous gagnez 100 € de dividendes ou 1 million d'euros de dividendes, vous payez exactement le même niveau de taxe. C'est une taxe non plafonnée. Ça veut dire que des impôts. Les entreprises payent des impôts. Vous payez 30%, que vous receviez 30 millions d'euros de dividendes ou que vous en receviez 100. C'est exactement la même contribution. Quand vous payez 30% sur 1 million ou sur 100 000, moi, je ne vais pas pleurer pareil. sur les actionnaires français depuis que Macron est au pouvoir. Non, mais là, il faut arrêter avec un certain nombre de fantasmes. Sur un produit que vous achetez 100 € TTC dans le commerce. Ouais. Sur ce produit que vous achetez 100 €, il y a 15 € qui est consacré à l'achat de matières premières. Il y a 20 € qui sont des salaires, il y a 3 € qui vont dans la poche des actionnaires et 62 € qui vont dans la poche de l'État. Donc, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais. Ne nous trompons pas de combat. Notre combat, c'est pas les 3 € qui vont dans la poche des actionnaires. Nous avons besoin d'actionnaires parce que nous avons besoin de personnes qui investissent dans des entreprises. Mais le vrai problème, c'est pas les 3 € qui vont dans la poche de l'actionnaire. Le vrai problème, c'est les 62 € qui vont dans la poche de l'État pour une absence totale de service public en face, avec un service rendu au public qui baisse. C'est ça le problème. Ouais. Anne nous dit, je suis d'accord, une crise sociale en décembre, ce n'est plus possible. Les commerçants se sont plaints des gilets jaunes, mais rien sur les manifs. Si, ils se plaignent et on a entendu... Paul, vous ne vous rendez pas compte, je pense, Paul Vanier, de ce que vivent certains petits commerçants aujourd'hui, certains restaurateurs, certains qui n'ont plus de réservation, qui n'ont plus rien. Donc, ce n'est pas quelques jours de galère. C'est tout un chiffre d'affaires et il y en a qui vont demain être obligés de mettre Je peux tout à fait l'entendre, mais je voudrais juste rappeler qu'on entend parler de cette réforme depuis maintenant 2 ans et demi, que ce gouvernement avait les moyens de concerter dans des conditions beaucoup plus apaisées que le choc qu'il a choisi d'organiser. Parce que, ne nous y trompons pas, M. Macron met en scène une confrontation aujourd'hui avec les organisations syndicales et avec des secteurs extrêmement larges du peuple français à des fins politiciennes. Donc c'est irresponsable, il est le président de tous les Français, il devrait garantir l'intérêt de chacun. Vous allez suivre dans un instant les annonces du Premier ministre, même si elles ont visiblement été largement éventées, et on verra si ça va changer quelque chose et si les syndicats seront satisfaits. Et donc, je vous donnais cette information, 800 CRS sont en arrêt maladie aujourd'hui et ce n'est que le début de la journée. Merci à vous, à demain.